Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'affaire Thévenoud suite. Je ne me laisserai pas faire, je ne me suis jamais enrichi, se défend l'ancien secrétaire d'État. Thomas Thévenoud, qui a quitté le PS, refuse de lâcher son siège de député et tente de se justifier. Mais les remous de cette polémique ne cessent de secouer la classe politique et de perturber la rentrée parlementaire. Tous les détails ce soir dans la chronique de Caroline Deschamps. Les frondeurs menacent de s'abstenir collectivement à une semaine du vote de confiance au gouvernement. Le Premier ministre a lancé un appel à la responsabilité politique dans un contexte national et international difficile. Alors à quoi ressemblera la majorité? Quels sont les risques pour un exécutif déjà très affaibli? C'est le grand débat du mardi avec de nombreux invités en notre compagnie tout à l'heure. François Hollande en Irak ce vendredi alors qu'une coalition internationale se dessine pour combattre l'État islamique. Le président français se rendra sur place et il annonce dans la foulée la tenue d'une conférence sur la sécurité en Irak le 15 septembre prochain à Paris. Jean-François Copé soutient Nicolas Sarkozy dans la course à la présidence de l'UMP. L'ancien patron du parti a appelé ses proches à appuyer la candidature de l'ex-président dont le retour serait imminent. D'autres poids lourds de l'UMP devraient aussi se rallier à Nicolas Sarkozy dans les jours prochains. On en parle dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est devenu une affaire à tiroir. La polémique autour de Thomas Thévenoud rebondit de nouveau. Selon l'édition à paraître demain du Canard enchaîné, l'ancien secrétaire d'État n'aurait pas payé non plus son loyer depuis 3 ans. L'homme se défend ce soir et affirme ne jamais s'être enrichi. Alors ce feuilleton parasite la rentrée parlementaire à une semaine d'un vote de confiance crucial pour le gouvernement. Les détails avec Julie Hulin. Confiance ou défiance, entre les deux, leur cœur balance, donnant à cette rentrée parlementaire des airs de galère pour la majorité. Ce mardi, les députés reprenaient leurs travaux en session extraordinaire avec un projet de loi sur le vieillissement. Un hémicycle un peu vide et l'ombre d'un Thomas Thévenoud qui ne semble plus compter aucun soutien. Quelques heures auparavant, la réunion du groupe socialiste accueillait un invité surprise, Manuel Valls, venu lancer un grand appel à la responsabilité. À chacun d'entre eux d'être à la hauteur de la responsabilité. Il ne peut pas en être autrement. Quand on gouverne la France dans cette situation, dans ce contexte international, européen et national, il faut se hisser au niveau de la responsabilité qui est attendue par les Français. Peine perdue, les députés frondeurs du Parti socialiste maintiennent leur défiance en bloc. Nous nous orientons vers une abstention collective et nous pensons qu'il n'est pas possible d'imposer au groupe socialiste une unanimité de façade en raison de l'impasse économique et politique dans lequel on se trouve. Pour obtenir la confiance, Manuel Valls doit décrocher le 16 septembre à l'Assemblée nationale la moitié des voix exprimées. Les abstentions ne sont pas comptabilisées, mais elles pourraient être beaucoup plus nombreuses que prévu. Autre inconnu, le choix des radicaux de gauche et des écologistes qui maintiendront le suspense jusqu'à mardi. Sans ce vote de confiance, il serait difficile d'éviter la dissolution, une issue que même à droite, beaucoup ne semblent pas souhaiter. Voilà, et on évoquera les conséquences du feuilleton Thévenoud avec nos invités dans quelques instants. C'est le grand débat politique du mardi soir. Et si la rentrée politique est agitée, justement, eh bien la rentrée sociale ne s'annonce pas des plus calmes pour le gouvernement. Les partenaires sociaux attendent de pied ferme l'exécutif sur de nombreux sujets. Les syndicats veulent une plus grande fermeté vis-à-vis des patrons. Et de leur côté, les chefs d'entreprise attendent des réformes sur le travail du dimanche ou encore les seuils sociaux. On voit tout cela avec Samia Dechir. C'est le premier dossier brûlant qui attend les partenaires sociaux. Les négociations sur le dialogue social dans l'entreprise s'ouvriront début octobre au plus tard. Des discussions qui risquent d'être parasitées par la question des seuils sociaux. Ces effectifs de salariés au-delà desquels les entreprises doivent respecter un certain nombre d'obligations, comme l'élection de délégués du personnel. Autant de freins à l'emploi pour le patronat qui réclame un assouplissement. Il faut simplifier tout cela, non pas pour retirer des prérogatives à nos salariés, il faut garder les missions qu'ils ont, mais réduire le nombre de façon à ce que ce soit plus efficace et que ce soit plus constructif et que ça soit moins, j'allais dire, quelque chose qui fasse peur aux chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est énorme. Et je sais qu'il y a, on constate d'ailleurs, 2,4 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50, c'est qu'il y a une vraie raison.
Une proposition soutenue par le ministre du Travail, François Rebsamen, qui promet de légiférer si aucun accord n'est trouvé. Mais les syndicats, eux, ne veulent pas en entendre parler. Nous n'accepterons pas qu'on remette en cause le seuil de 11 pour des élections de délégués du personnel, le seuil de 50 pour un comité d'entreprise. Et toutes les études, il y en a peu, mais publiques, qui ont été faites, montrent qu'il n'y a pas d'impact sur l'emploi. L'autre sujet qui crispe de plus en plus le dialogue social cher au président Hollande, c'est la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Les syndicats continuent de réclamer des contreparties en termes d'emploi. Demain, ils rencontreront le ministre du Travail en présence des 50 principales branches professionnelles. Pour l'instant, un seul secteur, la chimie, s'est engagé à créer 47 000 postes entre 2015 et 2017. La pauvreté touche un peu moins de Français, mais ceux qui en souffrent sont de plus en plus démunis. C'est ce que révèlent aujourd'hui les derniers chiffres de l'INSEE. Le niveau de vie des plus pauvres ne cesse de plonger. Les détails avec Mathilde Tuillier. La pauvreté a-t-elle reculé en France entre 2011 et 2012? C'est en tout cas ce qu'indique l'INSEE dans une étude publiée ce mardi. Dans l'Hexagone, près de 8 500 000 personnes vivent avec moins de 987 € par mois. Et selon l'INSEE, près de 200 000 personnes seraient ainsi sorties de cette statistique. Mais ce qui ressemble à une bonne nouvelle n'en est pas une, car c'est en réalité un effet de calcul qui explique cette baisse. Le taux de pauvreté se fixe à 60% du salaire médian des Français. Or, c'est précisément ce salaire médian qui a diminué. En clair, de nombreux Français ont le même revenu mais sortent de la pauvreté pour l'INSEE. Cette étude révèle également un appauvrissement des familles monoparentales. Petite consolation, la revalorisation des pensions de retraite et la hausse de l'allocation aux personnes âgées ont permis à de nombreux retraités de sortir de la pauvreté. La suite du 22h et on s'arrête ce soir sur l'affaire. Le feuilleton Thévenoud, mis à part ses impayés d'impôts, le canard enchaîné à paraître demain révèle que l'ancien secrétaire d'État n'aurait pas payé non plus son loyer depuis 3 ans. L'homme se défend ce soir et affirme ne jamais s'être enrichi. On en parle dans la chronique Net d'Info de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors cette affaire devenue feuilleton est un poison lent pour le pouvoir. Eh bien oui, Thévenoud is the new Cahuzac, enfin en plus soft, mais quand même la déflagration est telle que depuis jeudi soir, date de son débarquement du gouvernement, le hashtag Thévenoud caracole en tête des tendances de Twitter. Enfin ce soir c'est plutôt l'iPhone 6 et l'Apple Watch, donc, mais quand même le hashtag Thévenoud est en tête de Twitter. Le dernier épisode en date, vous l'avez dit, des impayés de loyer, selon le canard enchaîné, dans lequel Thomas Thévenoud reconnaît être atteint, je cite, de phobie administrative. Le site de Metro News révèle également, que l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur avait donc oublié de déclarer ses revenus, mais pas seulement, aussi ses activités d'entrepreneur à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Contacté par le site, le député de Saône-et-Loire déclare qu'il avait donc créé cette entreprise. On en perd le fil, hein. Voilà, exactement. Mais évident. pour rémunérer la femme de ménage de sa permanence parlementaire. Ce qui est quand même un peu incroyable. Et Thomas Thévenoud de pousser un coup de gueule. Ça suffit maintenant, je m'en prends plein la gueule. Je vous préviens, si vous écrivez autre chose, mon avocat est prêt et je vous attaque en justice. Il faut dire que sa décision de quitter le PS suite à ses déboires fiscaux, mais de rester député, passe mal dans l'opinion, passe mal aussi à droite et à gauche. Pour Éric Ciotti, Thévenoud annonce qu'il démissionne du PS mais reste député. S'il ne paye pas ses impôts, il se paie bien nos têtes. De même, selon Patrick Ollier, l'éviction de Thévenoud du PS est une demi-mesure, un vrai fiasco et surtout un petit arrangement entre amis pour garder la majorité à l'Assemblée. Car c'est vrai que si Thomas Thévenoud démissionnait de son mandat de député, le PS risquerait de perdre un siège. Alors l'UMP demande en outre aujourd'hui au ministre du Budget une enquête fiscale sur le député. Et puis pour couronner le tout, il y a une pétition en ligne sur le site change.org qui a été lancée par un militant UMP et qui a récolté aujourd'hui pas loin de 100 000 signatures. À gauche, la pilule est aussi amère. Stéphane Le Foll, ce matin sur France Info, je ne sais pas si vous l'avez entendu, juge l'affaire déplorable et fait preuve d'une grande lassitude, Sonia. Donc, Caroline, ses collègues socialistes ne lui viennent pas en aide.
Silence radio de son ami Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie qui, selon l'opinion, sera en Californie, hein, comme ça il est loin. Non, c'est plutôt l'épouse de Thomas Thévenoud, Sandra, qui travaillait au cabinet du président du Sénat, qui reçoit des soutiens sur Twitter et de la part des femmes en particulier. Elle a été mise en congé sans traitement par Jean-Pierre Bel hier soir. Une décision jugée injuste pour Marie-Pierre de la Gontrie, secrétaire nationale du PS, qui vient souvent d'ailleurs dans le 22 heures. Pourtant, il semble évident que Sandra Thévenoud devait être au courant de la situation. Marie-Pierre de la Gontrie tweet cependant « Tant pis, je le dis, je suis mal à l'aise devant la décision qui frappe Sandra Thévenoud ». Idem pour la blogueuse Cadenat. J'aurais préféré que Belle laisse Madame Thévenoud s'expliquer avant de la virer. Ça me semble un minimum. Ce qui fait dire à François-Xavier Bourmeau, journaliste au Figaro, il fait un parallèle sur l'affaire Leonarda. Thomas Thévenoud peut revenir à l'Assemblée nationale s'il le souhaite, mais sans sa famille. Le feuilleton Thévenoud n'est pas prêt de s'arrêter. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. Et il ne va pas s'arrêter. On va continuer, nous, à en parler ce soir dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, coup de projecteur sur la bataille qui se joue en ce moment au Sénat. J-19 avant les élections à la Haute Assemblée. Et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, pas encore candidat officiellement, ratisse le terrain à la rencontre des grands électeurs. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. En invitant Jean-Pierre Raffarin, Alain Houpert était sûr de faire venir de nombreux grands électeurs de Côte d'Or à la présentation de sa liste. Pas encore officiellement candidat à la présidence du Sénat, l'ancien Premier ministre a livré un discours sans ambiguïté, vantant les territoires et l'utilité de la Haute Assemblée. Alors que la droite n'a actuellement qu'un siège de sénateur sur les 3 du département, l'objectif est aussi de faire entrer au Sénat la deuxième candidate de la liste d'Union de la droite et du centre. Donc ça se présente bien quand même. Oui, ça se présente bien. Grâce au travail d'Alain pendant 6 ans, il y a un très bon contact sur le terrain et on sent. Mais une liste dissidente à droite peut empêcher de reprendre un siège à la liste de gauche menée par François Patria. Alain Houpert continue donc de ratisser les 700 communes du département. Nous sommes en mesure d'arracher ce deuxième siège. Je viens de faire 90% des communes, j'ai vu à peu près 80% des grands électeurs. L'accueil est très favorable. Pour Jean-Pierre Raffarin, chaque siège comptera. Nous en faut 2, hein. Surtout que ces futurs sénateurs désigneront le candidat de la droite pour la présidence du Sénat. Et alors que Gérard Larcher sera lui aussi présent en Côte d'Or vendredi, l'ancien Premier ministre assume la compétition. Est-ce que c'est déjà aussi la bataille pour la présidence qui se joue sur les territoires ? Bien sûr, un peu. Il faut montrer que nous sommes naturellement à la disposition des sénateurs. Donc nous verrons qui le sera, mais c'est important de montrer cette conscience du service. Sa candidature officielle au plateau ne devrait désormais plus tarder. Et c'est déjà vers cette deuxième élection que les regards sont tournés. La suite du 22h, et c'est le grand débat du mardi soir. La pression est maximale sur l'exécutif. Le vote de confiance que va solliciter Manuel Valls mardi prochain ne s'annonce pas comme une simple formalité, même si le gouvernement devrait obtenir logiquement cette confiance. En attendant, les frondeurs montrent leurs muscles. Le Premier ministre appelle à la responsabilité et exclut toute alternative à la politique menée. C'est une rentrée sous très haute tension, parasité aussi par le feuilleton Thévenoud. On parle de tous ces sujets avec nos invités ce soir, la sénatrice et déléguée générale adjointe de l'UMP, Fabienne Keller. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national du PS au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle et au dialogue social. Sophie Binet nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT et le directeur du Point. C'est pas exactement ça, hein. Secrétaire confédéral de la CGT. Très bien, la précision est importante. Et Étienne Vernel, directeur du Point. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on va d'abord évoquer l'affaire Thévenoud, François Calfon, qui devient feuilleton avec les révélations demain du Canard enchaîné sur les impayés de loyer, mis à part ces impayés d'impôts. Est-ce que c'est un poison lent, cette affaire, pour vous? Écoutez, c'est tout à fait épouvantable. J'ai rencontré de nombreux Français. J'ai eu au téléphone, puisqu'on a des permanences de secrétaires nationaux. C'est vécu comme assez tragique, je dois dire. Et il est temps que tout cela se dégonfle et que M. Thévenoud puisse avoir le sens des responsabilités. C'est-à-dire concrètement? Là, je ne suis pas sûr qu'il puisse rester comme parlementaire, même si juridiquement, ça dépend de lui, hein, bien évidemment. Mais je trouve que là, ça commence... Le risque, c'est de donner l'impression, justement, de ce petit arrangement entre amis, comme le dit la droite. Exactement. Et je veux le dire avec une grande netteté ce soir. Ça n'est pas un petit arrangement entre amis.
on est capable de faire prévaloir, oui, c'est encore possible, l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est que voilà, ils reviennent à plus de discrétion. J'ai vu qu'ils contre-attaquaient. Et il n'y a pas un Français qui comprenne, moi le premier, comment on peut ne pas payer, ne pas déclarer ses impôts pendant 3 ans. Oui, on va en parler. Fabienne Keller, à chaque fois, ces histoires, elles touchent, on a l'impression, l'ensemble de la classe politique. En fait, l'affaire Thévenoud est désastreuse pour tous les élus engagés en politique. Et moi qui suis en campagne pour les sénatoriales, sur le terrain, eh bien même les maires, très proches de la population, ressentent cet effet du discrédit et c'est catastrophique. Franchement, je ne sais pas comment il fait. Il ne paie pas son loyer pendant 3 ans. Mais c'est une énigme. Les Français je voulais qui vous font poser ça, la question à vous les tous. Français qui c'est font une ça, ils sont énigme pour vous, ce expulsés. comportement. C'est une énigme. C'est inadmissible. Il faut qu'on le dise tous collectivement. La bonne nouvelle, c'est que la haute autorité a fonctionné. Donc elle a alerté. Mais il faut juste que ce soit plus imaginable et qu'on accepte l'idée qu'en tant qu'élu, on doit être plus exemplaire que l'ensemble des Français. On doit au contraire être transparent sur un certain nombre d'éléments qui pour les autres restent de l'ordre du privé. Il faut donner nos revenus, il faut indiquer ce que nous faisons de nos indemnités parlementaires. C'est normal, c'est de l'argent public. Encore plus de transparence, c'est ce que vous demandez. Je pense, indispensable pour reconstruire un petit peu cette confiance que nous ne recueillons plus. Votre réaction à cette phrase, Étienne Gernel, parce que ce soir, justement, Thomas Thévenoud évoque, je cite, sa phobie administrative. Il est en place pour emporter l'humour politique. On a tout, ça c'est une formidable phrase, il a une bonne chance. Moi je dirais que je vais prendre un peu le contre-pied de tout le monde, je pense que c'est une très bonne nouvelle cette affaire Thévenoud parce que ça prouve que l'histoire a été quand même correctement gérée. Il a été nommé au gouvernement, ok, ça se fait toujours à la dernière minute, tout le monde sait comment ça se passe, les coups de fil à la dernière minute, 1 heure avant c'est pas le même gouvernement, on n'a pas le temps de faire des vérifications, mais très très vite après, la machine s'est mise en route, ça a fonctionné, il a été viré du gouvernement. Bon alors évidemment après, nous autres journalistes on est curieux donc on se met dessus et on a découvert d'autres choses. Mais ça veut dire que ça a fonctionné, l'exécutif ne s'est pas entêté à essayer de le défendre à tort et à travers comme ça a été le cas pour l'affaire Cahuzac. Il faut dire que Cahuzac il avait quand même bien menti et je pense que c'est plutôt un bon signe, ça prouve qu'on peut se faire avoir. Vous parlez de la première partie mais maintenant il va peut-être revenir à l'Assemblée, au Parlement et c'est encore peut-être la suite du feuilleton, Sophie Binet. Non, moi je suis très inquiète par ce qui se passe. Je pense effectivement que ça participe du discrédit du politique et que c'est très inquiétant comme climat dans le pays et qu'au-delà des situations individuelles, c'est quand même le 2e cas en 6 mois et au-delà des choix et des décisions à prendre pour ces cas-là, nous on considère qu'il y a un vrai sujet sur la question de la fraude fiscale. Le ministre du Travail a pointé du doigt les chômeurs à mauvaise raison, très mauvaise raison. Parlons de la fraude fiscale. Ça permettrait de faire rentrer au moins 50 milliards dans les caisses du pays. Quels moyens prend-on pour lutter contre la fraude fiscale? Nous, on pose cette question-là. Moi, le sujet qui m'interpelle, je vous le dis très clairement, à travers l'affaire Cahuzac, cette affaire maintenant, c'est sur les filières de recrutement de la classe politique, et y compris dans mon propre parti. On a affaire à des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui sont des apparatchiks purs. Ils sont de ma génération, je les connais. Ça n'empêche pas d'être honnête et non, mais d'être ce que je veux dire, c'est qu'il y a manifestement, parce que c'est des pelures d'un oignon, cette affaire Thévenoud, il y a manifestement des gens qui, même très tôt, très jeunes, puisqu'il a 40 ans, ont décollé du réel. Comment peut-on parler de phobie administrative, ne pas payer ses loyers pendant 3 ans? Enfin, il y a un moment donné où on n'est plus dans le monde réel. Surtout, ça touche à un point extrêmement sensible. L'impôt, c'est quand même le consentement à l'impôt, c'est ce qui fonde notre République, notre solidarité. Social, et puis surtout dans les périodes aussi difficiles. Oui, et puis c'est difficile d'échapper aux annonces à la télé, à la radio qui vous disent dans 2 jours, n'oubliez pas. Non, ça je vous assure, c'est difficile d'y échapper. Voilà, on n'y échappe pas d'ailleurs. Et toute personne qui a un peu de retard, j'imagine, a une relance. Enfin, il faut quand même avoir. Faire exprès. Se sentir au-dessus des lois. En tous les cas, vous le dites, un climat évidemment très compliqué et un climat politique compliqué. On va parler de ce vote de confiance, de l'heure de vérité, François Calfon, alors que les frondeurs évoquent une abstention collective lors du vote de confiance mardi prochain. Manuel Valls appelle, dit-il, à la responsabilité. Est-ce que vous y êtes sensible à cet appel? Est-ce que la situation que nous décrivons exige de vous ce rassemblement derrière le Premier ministre? Déjà, je vais vous faire un grand scoop ce soir. La confiance sera votée et les frondeurs dont certains s'apprêtaient à voter contre la confiance vont collectivement s'abstenir. Certes, mais tout va être la question de la proportion, justement, cette majorité. On va voir, mais plus quelque part il y a un discours qui n'est pas un discours de contenu politique, mais une sorte de discours de rappel à l'ordre martial du matin au soir, plus ça va crisper un certain nombre de gens. Moi je crois que il faut revenir à la raison. Ça vous crispe alors? Ah ben ça crispe, oui. Et, si vous voulez, dans la réunion de groupe de tout à l'heure, voilà, Manuel Valls a refait le discours de l'autorité et Christian Paul et d'autres ont dit mais nous on est prêts à discuter de quoi? On en parlera tout à l'heure.
des contreparties opaques de responsabilité, des négociations de branches, d'un certain nombre de sujets sociaux qui, me semble-t-il, ne sont pas le fait de gauchistes terribles ou de revendications auxquelles on ne pourrait pas accéder. Mais pour le moment, Étienne Gernel, les frondeurs s'orientent vers une abstention collective, mais pas un vote contre, comme l'a dit par exemple Cécile Duflot, c'est-à-dire ils n'ont pas franchi la ligne jaune. De toute façon, s'ils franchissent la ligne jaune, qu'est-ce qui se passe? Harakiri. Bah oui, harakiri, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus un seul qui revient à l'Assemblée nationale, ou pas beaucoup, en quête de dissolution. C'est certain, il y aura un raz-de-marée UMP. Voilà, donc c'est évident que pour eux, c'est un suicide politique évident. Après, Manuel Valls, il n'a pas vraiment le choix. Il est dans une posture où il dit « je vais faire des réformes ». S'il ne peut pas faire les réformes, bah, quelle marque il restera dans l'histoire? Il va se Jean-Marc érotisé. Il ne peut pas faire ça, donc il faut qu'il y aille, quitte à ce qu'à un moment donné, ils prennent le mur, mais au moins il pourra dire, comme Schröder, qui a perdu finalement, j'ai entamé des réformes, j'ai fait quelque chose. Alors vous y croyez pas? Lui, c'est ça qui croit. Moi, c'est comme Fabienne Keller. Oui, on va en parler des réformes, mais dans la confiance. C'est un triste spectacle pour les Français. Ça fait 15 mois, 18 mois que les chiffres du chômage sont catastrophiques, des propositions sont sur la table. Il faut en débattre, il faut que la démocratie fonctionne, y compris la démocratie interne au Parti socialiste. Et on observe quoi? Des déchirements, des problèmes de personnes. Alors on s'abstient pour ne pas le mettre quand même trop en difficulté. Mais vous devriez la soutenir, cette ligne de Manuel Valls, ça n'est pas si loin de la vôtre finalement. Bien écoutez, nous sommes attentifs et nous regardons ce qui sera fait, l'action, les déclarations, c'est les actes. Les déclarations. La ligne social-libérale, je me dis que je fais bien de poser quelques questions. Si vous me le permettez, les déclarations, je vous permets, tout à fait. Les déclarations, c'est bien, mais il faut être capable d'emmener sa majorité, qui est en responsabilité de la France aujourd'hui, pour essayer de prendre un certain nombre de mesures qui vont dans le sens d'atténuer les difficultés des Français. Et qu'observe-t-on? Regardez les impôts. On nous a promis que les Français paieraient moins d'impôts. Ils constatent le contraire. Est-ce que nous verrons la même chose sur le chômage? Je ne le souhaite pas. Je souhaite que les Français puissent retrouver une forme d'espoir. Sophie Binet, cet appel à la responsabilité, il est plus large en réalité. Il vous vise également, vous, les partenaires sociaux et les syndicats. Il vous appelle à la responsabilité et au rassemblement pour justement aider le gouvernement à mener ces réformes dont on va parler, le travail du dimanche, les 35 heures, le code du travail, etc. Oui, c'est ça, casser tous les droits des salariés, c'est bien la responsabilité. Non, celui que Manuel Valls ferait bien d'appeler à la responsabilité, c'est le patronat, parce qu'on a un patronat qui est complètement irresponsable aujourd'hui. Le problème dans le contexte actuel, c'est qu'on traverse une grave crise démocratique. Les mesures qui sont mises en place aujourd'hui, elles n'ont été adoptées par personne. François Hollande, il n'a pas été élu sur ce programme-là. Donc aujourd'hui, les salariés dans le pays, ils se sentent trahis. Si entre-temps, il y a le pacte de responsabilité, là, le Valls 2, en fait, ce que ça signifie, le remaniement, c'est le pacte de responsabilité, rien que le pacte de responsabilité. Ce pacte, il a été construit entre François Hollande et Pierre Gattaz. Pierre Gattaz nous avait promis à l'époque 1 million d'emplois, vous vous souvenez, le PINS. Aujourd'hui, les résultats, on ne les voit absolument pas. Sur les 700 branches, il y a une seule branche qui a signé un accord. Dans cet accord, il n'y a aucun emploi de créé. Aucun emploi de créé. Le international à l'emploi est bien obligé, puisque je regarde, moi je souhaite que nous réussissions, est bien obligé de dire que c'est vrai, que c'est parfaitement exact. Dans la métallurgie, l'accord qui a été signé, c'est un relevé, un calendrier de décision. Et dans la chimie, c'est les emplois que les syndicalistes eux-mêmes disent qu'ils avaient déjà été créés. 47 000, hein. C'est pas 1 million. Dans la chimie, c'est pas des créations d'emplois, voilà, c'est juste le renouvellement des départs en retraite. Je dis juste une chose. Secrétaire national du Parti socialiste et CGT, j'allais dire même combat. Ça peut arriver que la gauche syndicale ou politique puisse se rassembler. C'est même comme ça qu'on arrive à trouver des majorités. Je dis juste une chose qui est la suivante. Demain, le ministre du Travail reçoit 50 branches professionnelles. Il va y avoir une évaluation en octobre du CICE. S'il devait apparaître, ce que d'ailleurs France 2 a montré dans un reportage ce soir, que le CICE est mis au dividendes des entreprises pour nourrir les actionnaires alors qu'il n'y a pas de création d'emplois. Eh bien moi je dis simplement une chose. Je demande à Didier Migaud, qui est un autre camarade à la Cour des comptes, qui relève... Un camarade très exigeant en ce moment très exigeant, sur votre action au gouvernement. Je lui demande d'être moins unilatéral dans ses remarques et dire 41 milliards d'euros d'argent public d'effet d'aubaine, je suis sûr que la Cour des comptes remarquera cela. Fabienne Keller. C'est une horreur là, parce que vous nous parlez de négociations entre partenaires sociaux, mais je suis désolé, mais le patronat n'est pas représentatif des entreprises françaises. Oui, pas plus que les syndicats salariés ne le sont des syndicats du privé, ils sont à 4%. Nous, depuis 2008, il y a une réforme. Notre représentativité, je ne suis pas d'accord avec vous, notre représentativité, à nous, elle repose sur le vote des salariés, pas celle du patronat qui a refusé le vote des dirigeants d'entreprise. Et ça, c'est un vrai problème. L'autorité de Gattaz sur les patrons, elle est égale à 0. Oui,
mais et de il y a la le même dialogue manière que les social, syndicats, c'est 4% de la salariée du c'est privé. François Hollande qui l'a Oui, porté enfin, il y a au quand même une Pénac, ce dialogue démocratie. social. La démocratie, c'est quand même Ces peut-être un peu plus rapports- important que les partenaires sociaux. Ces rapports de force ne nous mèneront à aucune solution. Moi, je suis à Strasbourg. Nous voyons nos amis allemands, où le dialogue social s'établit entre des responsables des entreprises et syndicaux élus, c'est vrai, sur une base plus large. D'ailleurs, ils ont le record des grèves là, en Allemagne. D'ailleurs, le gouvernement n'y participe pas. Ils ont bien sûr des difficultés ponctuelles, mais ils ont une capacité à négocier dans le but de sauvegarder l'économie, l'emploi en particulier. Je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de modèle, et d'un modèle de confrontation et très idéologique entre le patronat et les syndicats que vous venez d'évoquer dans vos propos. Il faut changer de méthodologie et avoir la volonté de trouver une solution ensemble. La situation existante n'est pas possible. On ne va pas la prolonger. Nous perdons des emplois. Et dans la métallurgie, c'est dramatique. On va parler de la métallurgie en France et en Allemagne. En France, la métallurgie, c'était les caisses noires qui finançaient la formation professionnelle. Beaucoup en ont profité. S'il vous plaît, la métallurgie en Allemagne, ça s'appelle IG Metall. Et oui, les salariés, notamment dans l'automobile, chez Volkswagen, ont accepté un certain nombre d'efforts. Mais le jour où IG Metall décide d'avoir quelque part les contreparties des efforts demandés, je peux vous dire qu'ils les obtiennent et que les salaires sont augmentés. Bien le problème sûr, en parce France, qu'ils sont respectés, le problème parce en que les France, salariés d'accord, le problème en France, c'est donc changeons de modèle pour que les salariés soient, pardonnez-moi, soient mieux représentés. Je termine la phrase et puis vous pourrez parler. Avec le patronat, c'est prends l'oseille, tire-toi. 40 milliards et derrière c'est quoi le dialogue social, quand vous refusez même d'ouvrir des négociations. Je ne parle pas d'avoir un accord majoritaire. Et au passage, les accords majoritaires, vous dites ça n'est rien, mais et la CFDT et la CGT ont signé une loi avec le pouvoir précédent. Donc on avance en matière de démocratie sociale. Alors, justement, puisque vous parlez de cette situation économique, François Hollande, le président, en a parlé aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit, et en particulier, écoutez plutôt sur la compétitivité. Un classement. Je me méfie de ces classements, mais quand ils viennent d'institutions qui sont reconnues internationales, montrent, c'est déjà une première étape, que nous avons cassé la spirale infernale de la dégradation de la compétitivité de l'économie française. Et que nous avons maintenant commencé la marche en avant. La spirale de la dégradation est cassée. Est-ce qu'il est encore chaussé ces lunettes roses? Pour les dividendes, plus 30% d'augmentation des dividendes là, sur la fin de l'année. Donc aujourd'hui, nous, on attend de regarder le résultat en termes de salaire et d'emploi. La précarité à l'augmentation. Pardonnez-moi, mais ces chiffres sont complètement bidons. C'est sur le CAC 40. Le CAC 40, ils font 80% de leurs bénéfices en dehors de la France. Donc c'est pas le sujet. Les PME françaises font pas 30% de bénéfices en plus, de dividendes en plus. Je suis désolé, c'est pas vrai. Il faut arrêter de raconter bien que vous soyez un cheval léger du CAC 40, mais la vérité, alors laissez-moi juste... C'est pas là qu'ils font des profits. Laissez-moi juste regarder un tout petit peu. Laissez-moi juste vous donner le vrai chiffre. Le vrai chiffre, c'est que les dividendes du CAC 40, on est bien d'accord, ont été bien plus importants que ce qui a été distribué aux entreprises de grande taille en Allemagne, alors que celles-ci sont bien plus profitables. On est les champions. Voilà la réalité. Les entreprises... Ce qui est quand même problématique. Mais je comprends, il faut protéger... Votre vision idéologique nous mène à la perte, à l'aggravation du chômage. Il faut que les entreprises se portent bien, qu'elles exportent, qu'elles produisent, pour donner des salaires, pour créer de l'emploi, pour créer une dynamique. Alors justement, c'est cette confiance qu'il faut rétablir. On va rétablir rentrer dans les détails, puisqu'il y a plusieurs chantiers qui vont être entreprises. ouverts. Il y a l'assouplissement, on verra si c'est le cas, peut-être du travail le dimanche, il y a les seuils sociaux, et puis il y a le code du travail et son assouplissement. C'est le petit livre, vous savez, qui est devenu un gros casse-tête. Sa simplification qui est réclamée depuis des années et jamais réalisée est un véritable serpent de mer. Regardez sur ce sujet le dossier du 22h préparé par Nathalie Guilloire. Près d'1,5 kg, plus de 3000 pages, c'est le Code du travail. Un véritable casse-tête pour les entreprises. Ici à Nanterre, Agnès Lo-Giacomo est à la tête d'une société de 150 salariés. Pour cette patronne, ce code, c'est beaucoup de contraintes. Toujours près d'elle, ce livre est son meilleur ennemi. Il y a des points qui sont extrêmement contradictoires. Par exemple, on nous demande de faire des plans seniors et d'un autre côté, on nous interdit sur les CV de demander l'âge des salariés. La société n'a pas son propre service juridique, c'est donc elle qui s'occupe de ces dossiers, avec l'aide de plusieurs avocats qu'elle a au téléphone toutes les semaines.
Une aide indispensable, mais encore insuffisante. On n'ose rien faire avant d'avoir consulté. On nous donne ensuite des règles qui, assez souvent, sont complètement inapplicables. Et quelquefois, on abandonne les projets parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on a un code du travail qui ne s'y prête pas. Alors pour ne pas être pris de court dans cette société, on anticipe déjà les futures lois. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la nouvelle réglementation sur la pénibilité. Bien évidemment, on n'a pas les textes, on ne connaît pas les seuils, mais néanmoins, c'est une véritable réflexion. Cet avocat connaît bien la question. C'est un ancien conseiller des cabinets du travail de Xavier Darcos et de Brice Hortefeux. Pour lui, le législateur a tendance à empiler chaque nouveau texte voté, une spécificité française. On va comparer un code du travail de 2003 et un code du travail de 2014. Et on constate assez facilement qu'il y a une différence d'épaisseur assez substantielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, entre ces deux périodes, on a empilé un certain nombre de règles nouvelles et on n'a pas forcément abrogé des règles qui n'étaient plus applicables. Mais ce n'est pas le volume du code du travail qui nuit à l'emploi. La question est beaucoup plus complexe. Ce qui est important, ce n'est pas tellement le fait d'avoir un nombre de règles importantes, c'est surtout le fait de disposer de règles adaptées à la situation des entreprises et des salariés, sécures et véritablement applicables. Et puis surtout, de règles favorables à l'emploi. Donc sans doute, effectivement, de réduire un petit peu, mais pas uniquement. Manuel Valls l'a annoncé à l'université du MEDEF. Il souhaite simplifier le code du travail. Une idée qui fait consensus, mais les modalités inquiètent. Le pavé est dans le jardin des partenaires sociaux. Voilà, le petit livre rouge du code du travail, petit devenu gros pavé, Sophie Binet. Oui, suite à quoi? Au chantier de simplification mené par la droite au pouvoir. Donc là, quand on compare les deux codes, entre 2003 et 2013, l'augmentation, c'est le chantier de simplification. Je suis désolée. Et ensuite, le code du travail, c'est les protections des salariés. Donc on ne joue pas avec ça. Et puis, pour finir, on prenait le modèle allemand tout à l'heure. Le modèle allemand, en termes de représentation des salariés, ça commence à 5 salariés. Et aujourd'hui, le MEDEF nous rebat les oreilles en nous disant non, on veut supprimer les obligations parce que ça rendu ce petit livre. Je crois que les gouvernements successifs y ont bien contribué. Le chantier de recodification a été fatal. Si on prend le Code du travail suisse, il fait une centaine de pages. Et la Suisse crée de l'emploi et de l'emploi industriel. Oui. Non mais regardons d'autres pays qui traitent très correctement leurs salariés, qui ont un dialogue intéressant avec eux, qui ne sont pas parfaits, mais où il y a de bonnes idées à prendre. Il faut arrêter avec les... Maintenant, il y a un autre point, pardonnez-moi, c'est que ce Code du travail ne protège pas bien les salariés. À Strasbourg, une entreprise ferme, enfin un site ferme, elle fait partie d'un grand groupe qui est basé à l'étranger. Par une procédure astucieuse, le report des activités des salariés sur un autre site permet de ne pas consulter les représentants syndicaux locaux. Raison. Et ça, c'est ce 2000 pages, qui a créé cette situation qui est tout à fait pénalisante pour les salariés du code du travail après. Donc non, le code du travail n'est pas protecteur pour les principes essentiels, c'est-à-dire permettre le dialogue avec les salariés pour leur PSE. Alors, j'aime beaucoup votre exemple qui est formidable, parce que je ne croyais pas pouvoir vous convaincre ce soir, mais finalement, ce que vous souhaitez, et c'était une disposition que nous proposions à l'époque, qui n'a pas été retenue, c'est quelque part d'empêcher les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Puisque ce que vous décrivez, c'est une pratique courante qui consiste à vider quelque part le compte. La deuxième chose, parce que le monde des bisounours, est-ce qu'il est plus gros ou moins gros, si vous voulez, tout ça, c'est un peu de la foutaise. La deuxième chose... Mais concrètement, les chefs d'entreprise s'en plaignent. Par exemple, quand il y a un sujet qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui est un dispositif d'ailleurs, beaucoup d'entreprises abusent, mais qui a permis des simplifications de sortie d'entreprise de manière négociée. 4 milliards de déficit du chômage. Alors bien sûr que la CGT n'est pas forcément d'accord avec la rupture conventionnelle, mais c'est un point qui n'était pas dans le Code du travail, donc qui a été ajouté et qui facilite la vie des entreprises. Comme quoi, si vous voulez, cette histoire d'épaisseur du Code du travail, si vous voulez, on va... Mais c'est votre Premier ministre qui veut simplifier, c'est pas le double décimètre qui juge de la simplicité du marché du travail. Ce qui est fascinant en ce moment, c'est on voit l'explosion des systèmes politiques droite-gauche, où finalement il y a une politique
va dire social-démocrate ou libéral, finalement c'est un peu la même. Pareil, hein. Oui, mais en fait ça se regroupe un peu partout en Europe. Il n'y a qu'en France où on fait encore la différence, qui va en gros de Valls à Fillon, on va dire. Oui, et ça. puis les partisans de l'autre politique. Alors il y a l'aile gauche du PS, Mélenchon. Il y a à droite Henri Guénaud. Wauquiez, il est parfois un peu limite de ce côté-là. On ne sait pas trop où il est. Et puis à sa manière Marine Le Pen. Et on voit que c'est deux voilà, camps. ça y est. On Attendez, est jeté du côté de Marine Le Pen. Non, sur l'économie, il y a un petit peu de ça. Je suis désolé. Les propositions de Marine Le Pen, on les attend toujours, à part la sortie de l'euro. Vous savez quoi? Allez voir sur le site du Front National, regardez le programme économique de Marine Le Pen. C'est un peu à gauche de Mélenchon. Sur l'économie, hein, je parle pas du reste. On va pas faire le débat, mais vous dites en c'est assez tous les cas, intéressant. On nous a collé Front National sur le front. C'est quand même très intéressant. Mais est-ce que vous entendez, tous et toutes, ce que dit le gouvernement, ce que dit Manuel Valls? Il dit il n'y a pas d'alternative. Comme dirait d'ailleurs Margaret Thatcher, there is no alternative. Moi, je dis une chose, les réformes de structure, bien sûr qu'il faut les faire. Mais la question, c'est qu'on peut aller très, très, très vite tout seul. Mais on ne va pas très loin. On va mieux ensemble. Et pour parler du dialogue social... C'est une menace pas déguisée. Non, je vous parle, mais pas du tout. Vous voyez, moi je m'intéresse à la démocratie sociale. Si on veut, par exemple, réformer la démocratie sociale dans les entreprises en supprimant les seuils par ordonnance, je dis simplement qu'on risque de rencontrer un certain nombre de blocages dans le pays et pas au sein du Parti socialiste. C'est ce que vous allez dire au ministre du Travail, puisque les partenaires sociaux vont le rencontrer. On l'a rencontré la semaine dernière et puis bon, on le revoit demain, c'est ce qu'on lui a dit bien sûr, mais j'espère bien qu'il y a une alternative parce que cette politique, elle nous mène dans le mur. On dépense 40 milliards pour 0 emploi créé. 40 milliards, ça nous permettrait de créer 2 millions d'emplois de fonctionnaires. Ça nous permettrait de faire un grand plan d'investissement dans le pays. Non, mais c'est des exemples. C'est important d'avoir des ordres d'idées. Ah bah oui, à l'école, dans les hôpitaux. Allez dans un hôpital, vous êtes peut-être allé au cinéma, vous avez peut-être vu Hippocrate par exemple. Regardez la situation dans les hôpitaux français. C'est pas compliqué. Mais c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'en Allemagne où il y a 2 fois moins de fonctionnaires pour 1000 habitants. Aujourd'hui, les solutions à prendre pour relancer le pays, elles sont sur la table. C'est investir dans la recherche, dans les infrastructures, dans les collectivités territoriales, résoudre le problème de financement des entreprises. La BPI, la Banque publique d'investissement, seulement 5 millions d'euros par an. 5 milliards d'euros par an. Depuis 2 ans, madame, les entreprises, les personnes qui prennent des risques pour créer de l'emploi ont perdu totalement la confiance. Il faut des signes. Et ces signes peuvent aller dans le sens de l'intérêt des salariés. Par exemple, il y a une multitude de lieux de concertation. Il y a une multitude de lieux de concertation avec les salariés. Unifions-les pour une politique plus globale que les différents comités. Est-ce que c'est pas des mots de dire ensemble, et pas l'Union nationale, mais travaillons ensemble, etc. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait justement? Bonne question d'Étienne Journal. Pourquoi il n'a rien fait pendant 5 ans? Voilà 2 ans que les entreprises sont vilipendées, qu'elles ont été découragées. Je rappelle la division par 4 des investissements étrangers en France l'année dernière. Il y a une image de la France, il y a une dégradation de la confiance dans l'organisation sociale et du rapport entre les salariés et les entreprises. Il faut aujourd'hui donner des signaux. Faisons un pas dans le sens d'une relation plus apaisée, en matière de politique de l'offre et de confiance. Parfois, je dis que ça va trop loin, mais nous avons fait beaucoup plus en 2 ans que Sarkozy en 5 ans. Puisque vous parlez moi-même, de lui, je dis que même ça va trop loin. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il ne se passe rien pour les entreprises. L'occasion de passer à un autre sujet. Et à droite, que se passe-t-il? Ça s'agite justement autour de Nicolas Sarkozy et de l'annonce imminente, dit-on, de son retour. Écoutons ce qu'en pense l'ancien ministre Benoît Apparu. C'est un soutien d'Alain Juppé. Je pense que Nicolas Sarkozy peut revenir et doit revenir. Que nous ayons à l'UMP des hommes d'État potentiels avérés comme le sont Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou François Fillon, c'est plutôt une bonne chose. À la condition, sine qua non, que la compétition entre les uns et les autres se passe bien, qu'elle soit loyale, et que ceux qui finiront 2e ou 3e de la primaire se rangent derrière celui qui sortira vainqueur de la primaire. Avec Étienne Gernel du programme, peut-être qu'il le connaît en tous les cas, du plan de bataille de Nicolas Sarkozy. Mais une question, Fabienne Keller, sur ce retour de Nicolas Sarkozy. J'ai envie de vous demander avec quel programme, quelles idées qui vont devoir être adaptées, précisons-le, pour 2017-2022. Est-ce qu'il y a des idées nouvelles? Alors l'UMP doit se reconstruire. Aussi. Bien sûr. Ça fait peur. Hein. Je forme d'ailleurs le vœu que le Sénat change de majorité dans quelques semaines. C'est bien parti? Plutôt. Mais c'est une élection, nous sommes mobilisés, et que le Sénat soit un lieu où on construit une stratégie nouvelle, de moyen et de long terme, parce que la France a besoin aussi d'axes concrets. Si je vous comprends bien, le Sénat, ce serait le tremplin pour la présidentielle? Eh bien non, ce sera un lieu de dialogue
pour construire des bases plus larges pour tous ceux qui le souhaiteront, avec un certain nombre de caps, parce qu'il faut plusieurs mandats pour réussir à redresser la France. Et bien sûr, ce sera porté par la nouvelle majorité composée de centristes, je termine juste ma phrase, composée de centristes et du MP. Alors, le programme de l'UMP, il existe en fait, que ce soit Sarkozy ou Juppé. Nous, on a dit qu'on faisait un certain nombre d'économies. On a fait 50 milliards d'efforts. 100 milliards, propose à Voilà, le programme de l'UMP, c'est simple. C'est une sorte de grand plan social de 100 milliards d'euros. Il faut que les gens le sachent. La supportabilité à nos politiques, vous dites qu'on a augmenté les impôts, c'est vrai. Fillon l'avait fait. Mais à 100 milliards, vous voyez, d'accord, à 100 milliards, quand vous faites le double, n'importe qui comprendra que les ponctions fiscales seront le double. Voilà quel est votre programme nouveau, novateur. On décrit en ce moment des Sarkozy entre excitation pour le retour de leur champion et inquiétude par rapport à un homme, dit-on, qui n'aurait pas changé, qui n'a pas travaillé sur lui-même. Est-ce que c'est le cas ? C'est difficile à dire pour l'instant. J'ai pas le sentiment qu'il arrive avec des idées extrêmement nouvelles par rapport à ce qu'il était avant. Mais d'un autre côté, de toute façon, c'est très souvent des gens autour qui font les programmes. Il va arriver, si vous voulez, il y a quand même un indice. Le fait qu'il arrive avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est une image plus centriste, prouve qu'il va plutôt aller dans un peu plus à droite. Mais ce n'est qu'un pronostic. S'entrechoquer donc avec le gouvernement et la politique de Manuel Valls, peut-être non, parce que la politique de Manuel Valls est libérale. La droite de l'UMP n'est pas libérale. Eh bien, nous verrons tout cela dans quelques jours. C'est plus compliqué qu'avant, il faut suivre, c'est très difficile. C'est du temps imminent. Merci beaucoup d'avoir été les invités de ce débat. Merci à vous. La dernière page de 22h, avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé Agathe Pécastin. Un mois et demi après le crash du vol MH17 en Ukraine, le premier rapport est accablant. L'enquête néerlandaise affirme que le Boeing a été abattu par un grand nombre de projectiles à haute vitesse. Des conclusions qui appuient la thèse d'une attaque de missiles. La répartition des morceaux de carcasse sur le sol suggère que l'appareil s'est disloqué en vol. L'épidémie d'Ebola ne cesse de s'accroître. L'Organisation mondiale de la santé fait état de 2288 morts sur 4269 cas confirmés. Mais le plus inquiétant reste la fulgurance de cette fièvre hémorragique. La moitié des malades a trouvé la mort lors des 3 dernières semaines. La France pourrait intervenir en Libye. Dans un entretien au Figaro, Jean-Yves Le Drian affirme « Nous devons agir ». Depuis la chute de Kadhafi, le pays s'enlise dans des combats meurtriers entre milices rivales. Autre lieu, autre déclaration. Lors de l'Université d'été de la Défense à Bordeaux, le ministre a souligné les bons résultats des exportations françaises d'armement, plus de 43% en 2013. 15 membres de Facebook face à la justice. On leur reproche leur publication sur le réseau social de la localisation de radars, une première. Le procureur de la République de Rodez s'attaque au fondateur du groupe, considéré comme un véritable détecteur de radars. De son côté, la défense revendique une simple fonction d'aide à la route. Il y a une hypocrisie dans cette affaire, c'est évident. Est-ce que l'hypocrisie consiste à tolérer des appareils qui aujourd'hui sont considérés comme légaux ou simplement de poursuivre uniquement des faibles? Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur ironise sur le refus de démissionner de Thomas Thévenoud. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. L'invité, c'est le patron des sénateurs socialistes Didier Guillaume. Et demain, je vous retrouve bien sûr pour le club d'éditorialistes du mercredi soir. Belle et douce nuit à vous. À demain donc, avec plaisir, bien sûr.